Un penseur qui s'appelle Samuel Huntington qui a écrit un livre en 91 qui s'appelle Troisième vague, dans lequel il explique que la démocratie, bien sûr dans une conception occidentalo-centrée, a eu 3 vagues. On pourra en parler tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est pour lui la 3e vague, nous sommes encore dedans, à savoir que depuis 1974, on a une série de mouvements démocratiques qui font progresser le nombre de pays qui peut être considéré comme démocratique, mais également la partie de la population mondiale qui vit dans un régime dit démocratique. Toutefois, depuis 2015, il y a une sorte de piétinement du mouvement démocratique, à savoir qu'en 2015, nous avions 105 pays recensés comme étant des pays démocratiques en 2015. Par contre, en 2020, nous n'en avions que 98. Donc, il y a un recul démocratique. Mais en réalité, ce recul démocratique, ce qui est préoccupant dans ce recul démocratique, c'est 2 choses. 2 choses qui caractérisent la crise démocratique que nous connaissons. La première, c'est que, y compris dans les régimes dits démocratiques, qui ne sont pas discutés, y compris les démocraties, qu'on pourrait dire matures, nous avons des dérives liberticides, nous y avons des conflits sociaux violents autour de la question des inégalités sociales, donc les inégalités dans la répartition des richesses. Deuxième chose qui est très inquiétante, c'est que les parties du monde où les droits fondamentaux sont bafoués sont dans une sorte de stagnation dans cette situation. Donc on a une sorte de processus non démocratique consolidé dans ces pays-là. Et cette crise démocratique, pour la caractériser et pour aller vite chez nous, il faut d'abord voir les taux de participation à nos élections qui sont extrêmement faibles et qui sont de plus en plus faibles dans certains pays africains, dans certaines démocraties, où en moyenne en Afrique, la moitié au moins du corps électoral ne va pas voter. Donc ça pose un problème démocratique. Je veux caractériser cette crise démocratique, puisque je n'ai pas le temps, en des dérives, mais plus spécifiquement en des divorces. La démocratie est en crise dans le monde, est en Afrique parce que nous avons dans nos sociétés dites démocratiques, dans nos processus démocratiques, plusieurs divorces. Le premier divorce, c'est celui entre l'éthique démocratique, donc les vertus, les valeurs qui sont au cœur de la démocratie, d'une part, et d'autre part, l'argent. Donc, dans la pratique, les valeurs démocratiques ne se trouvent pas à avoir pillon sur rue, c'est l'argent qui est devenu le maître du jeu. Ce que j'ai appelé le dieu argent est le témoin de la crise démocratique chez nous. À savoir donc que nous sommes une société plutocratique. C'est-à-dire que c'est l'oligarchie de l'argent qui gouverne, y compris la sélection des dirigeants. C'est une première dérive majeure. Le deuxième divorce que je vais indiquer, qui est lié au premier, est le divorce entre le peuple ou les peuples d'une part et d'autre part les élites. Je ne parle pas seulement du président de la République, pas seulement du gouvernement, pas seulement des députés. Je parle de toutes les élites, y compris les élites universitaires, y compris les élites intellectuelles, les élites culturelles, artistiques, sportives. Il y a un grand fossé, les élites économiques, entre ces élites et la population. Si bien que je vous renvoie à ça, je ne sais pas si vous êtes fan de Fela Kuti, c'est un immense artiste musicien nigérian qui est mort, mais pour moi c'est le plus grand artiste de tous les temps, c'est le grand fan qui parle, hein, donc ce n'est pas tout à fait rationnel, ce n'est pas de la science que je viens de professer là. Fela a un tube dans lequel il dit « Teacher, don't teach me nonsense ». Et il parle de démocratie. La démocratie pour lui c'est la démonstration de crazy. Crazy en anglais c'est la folie. Donc notre démocratie a dérivé à une démonstration de folie, la folie de l'argent. Donc c'est extrêmement important pour montrer comment ces élites en divorce avec le peuple se tiennent sur les corps sociaux en hauteur et revendiquent des privilèges qu'ils s'accordent, qu'elles s'accordent, sans pour autant que ces privilèges soient liés à du mérite. Vous avez suivi il y a quelques jours en arrière une déclaration d'une autorité du pays qui disait
les achats de V8, c'est légal. Dans un pays en crise, en guerre, dans un pays dans lequel, aujourd'hui au Burkina Faso, une personne sur 7 vit en détresse alimentaire, on nous dit que les achats de gros bolides, c'est légal. C'est ça les élites. Et deuxièmement, ceux qui n'avaient pas le bonheur d'être au concert de Smokey, il y a, à travers sa comédie musicale exceptionnelle, il avance un néologisme qui est tout à fait caractéristique, me semble-t-il, de la période de ce clivage entre les élites et le peuple. Il parle de pentélectuels. Ça vient de pentade et intellectuel. Donc les pentélectuels. La marque, le droit d'auteur, ça a Smokey. Les pentélectuels, ce sont ces élites qui se comportent comme des pentades, qui ne couvrent pas leurs œufs. Donc qui n'assument pas leurs responsabilités et qui sont en l'air là. Voilà. Et il dit le pire que nous pourrions avoir. Les applaudissements sont pour Smokey. Il dit le pire que nous pouvons avoir, ce sont les pentélectuels rampants. Il dit c'est la pire espèce. Et il parle aussi des pentélectuels pédants. Ça, c'est ceux qui nous dirigent. Bon, bref, c'est absolument intéressant. Je vous engage à le lire. C'est une critique de notre situation démocratique. Un autre clivage, un troisième divorce majeur qui vous concerne celui-là. Et cette fois-ci, vous n'allez pas applaudir. Parce que c'est vous qui aussi êtes responsable de cela. C'est le clivage entre nos villes et nos campagnes. Je l'ai indiqué. Une des tares de nos démocraties en Afrique, c'est que les villages élisent, les villes gouvernent. Dans notre pays, 3 Burkinabés sur 4, en gros, vivent au village. Mais après les élections passées, ce ne sont pas eux qui dirigent. C'est vous qui dirigez, c'est nous qui dirigeons, c'est nous les citadins. Si bien que dans nos plateformes revendicatives de fonctionnaires, d'étudiants, on ne parle pas de l'eau potable pour les administrés du maire de Dori, et il sait combien c'est extrêmement important. Et ça, c'est en lien avec la crise sécuritaire actuelle. La crise sécuritaire actuelle, dans le Sahel, peut être vue comme une insurrection populaire. Mais, malheureusement, qui a un visage violent que vous connaissez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont les majorités des périphéries sahéliennes, les zones désertées par le développement socio-économique de nos pays, qui sont le terreau de recrutement des terroristes. Sur le divorce ville-campagne, c'est aussi la situation où nous sommes ici. Nous ne consommons pas ce que nos paysans produisent. Donc notre pouvoir d'achat n'alimente pas le développement rural. Notre pouvoir d'achat alimente les importations de riz d'ailleurs. Les importations de lait d'ailleurs. Un autre divorce, c'est celui entre les besoins socio-économiques de la population d'une part et la procédure démocratique. Si vous regardez sur papier, on dit on a fait des élections sont propres, c'était clean, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais est-ce que les élections ont permis d'élire un gouvernement sur une base programmatique? Est-ce que les programmes politiques contiennent les priorités des majorités dans nos pays? Est-ce que les majorités voient satisfaction à l'occasion du déroulement des programmes publics? C'est un autre divorce. Je n'ai pas le temps de vous indiquer que une des caractéristiques de ce divorce, c'est que nous avons des bulletins de vote et nous n'avons pas d'impôts. La démocratie marche sur 2 pieds. C'est le bulletin de vote, certes, mais c'est l'impôt. Parce que sans impôt, il n'y a pas de ressources publiques pour financer le développement et on est soumis aux aléas de l'aide internationale. Sans impôt, il n'y a pas de correction des inégalités. Sans impôt, on ne peut pas faire l'aménagement du territoire indispensable. Sans impôt, on ne peut pas construire des universités. Et donc, cette situation dans laquelle nous sommes de divorce entre le peuple et ses élites, entre la vertu et le poids de l'argent, entre les villes et les campagnes, entre les besoins des populations et le contenu concret des politiques publiques, caractérise la crise démocratique que nous vivons. Si vous regardez la crise démocratique comme étant quelque chose qui est lié au fait que les élections sont contestées ou pas, vous êtes sur la surface. La preuve, des gens ont été élus et proprement élus, et une année après, on les a chassés et il n'y avait personne pour les défendre. C'est précisément parce que cette manière mince, cette couche fine d'analyse de la démocratie ne saisit pas le réel. Et donc, que faut-il faire? J'avance mes propositions. La première proposition, il faut que nous évitions les facilités attrayantes. Il y a des choses qui sont très attrayantes, qui sont belles, il y a des illusions qu'on peut épouser. Comme par exemple l'illusion de dire, ok,
finalement, c'est la démocratie a échoué, c'est l'Occident qui a échoué. C'est un modèle occidental, il faut répudier la démocratie avec l'Occident avec. Ça serait un jugement historique erroné. La démocratie n'est pas occidentale. Toutes les parties du monde, y compris nous, avons contribué à cela. Deuxième chose, c'est de dire, finalement, la démocratie, c'est la chienlit, c'est l'anarchie. On fait des hommes forts. C'est très populaire, y compris en face de moi, je crois. Beaucoup d'entre vous croient qu'il faut attendre le putschiste qui arrive avec les muscles bandés sous le treillis pour régler le problème. Vous avez tort, on pourra le discuter tout à l'heure. Les hommes forts, ce n'est pas la force du treillis, ce n'est pas la force des muscles bandés, c'est la force de la vertu. C'est la force de la compétence. Ce n'est pas le treillis qui a fait de Sankara. Ça n'est pas le treillis qui a fait de Sankara ce qu'il est. Sinon, il y avait plus costaud que lui, vous savez bien. C'était sa vertu. Autre chose, il faut donc considérer qu'également, la lecture procédurale de la démocratie, vous vous souvenez, il y a eu quelques jours en arrière, j'ai eu le bonheur de participer à une expérience que vous avez sans doute dû voir, où quelqu'un expliquait que vous êtes des perdants aux élections et donc ça suffit. À savoir donc que c'est l'attrait de la démocratie procédurale. À partir du moment où j'ai gagné les élections, vous devez vous taire. Il faut éviter cela. Si on sort de cela, il y a un autre écueil épistémologique cette fois-ci qu'il faut éviter. Si vous ne connaissez pas les mots, cherchez-les. Nous sommes à l'université, donc il faut qu'on se parle pour qu'on se comprenne. Mon ami Felwine Sarr, l'économiste sénégalais, parle d'épistémicide. Qu'est-ce à dire? Dans notre continent, nous avons, comme l'a dit le doyen Gadio tout à l'heure, nous avons comme assassiné la mémoire institutionnelle antécoloniale. Nous avons fait comme si, avant la colonisation, il n'y avait aucun processus digne d'inspiration, il n'y avait aucune institution digne d'être modernisée aujourd'hui. Et en conséquence, nous sommes allés épouser la modernité occidentale comme étant la plus belle des dames, et basta. Il faut sortir de cela. Comment on sort de cela? Il a indiqué, et j'appuie cela, la charte du Mandé est un point d'inspiration majeur. Qu'est-ce à dire? En 1235, quand Soundiata Keïta et ses coalisés chassent la dictature de Soumaoro Kanté, ils proclament la charte des libertés. Et dans cette charte de la liberté, ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à l'essence de la faim en Afrique. La faim A-I-N, de la famine. Il y a 7 siècles en arrière. Si nous avions suivi ça, on n'aurait pas la situation aujourd'hui où un Burkinabé sur 7 est en situation de crise alimentaire. Donc nous nous retrouvons également dans une situation où il parlait des droits socio-culturels, où il parlait de patriotisme. Dans cette charte, tapez Issouf Tata Sissé, vous allez sur le net, vous allez voir la charte du Mandé. Donc c'est pour dire que nous ne devons pas céder au vol de l'histoire, mais nous ne devons pas non plus dire que ce que j'appelle le recours à l'histoire, pour parler comme mon maître, professeur Joseph Kizelbo, ce n'est pas, je parle du recours, ce n'est pas le retour. Non. Il faut donc comprendre que ce n'est pas un passéisme qu'on nous demande. On ne nous demande pas de dire « Oh, nous sommes les héritiers de la charte du Mandé. Oh, nous sommes les héritiers de Mogo Naba. Repartons dedans pour prendre les institutions. On le replaque aujourd'hui comme si rien ne s'est passé. » Non. L'Afrique est fidèle au mouvement. Nous sommes un continent de mouvement. Et nous continuons à l'être, y compris dans le mauvais sens des fois. Mais nous n'avons jamais été un continent statique, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc c'est de cela qu'il s'agit. En conséquence, si nous réhabilitons le génie institutionnel africain, qu'est-ce que je veux dire? La capacité des Africains à innover au plan de l'organisation institutionnelle pour assurer la prospérité. C'est de cela qu'il s'agit. La prospérité des libertés civiles, la prospérité des libertés socio-économiques. Dans la charte du Mandé, il est dit que l'âme a besoin d'eau et de nourriture, mais que l'âme aussi a besoin d'entendre de belles choses, de voir de belles choses. C'est ça qui est intégré. Donc, ne cédons pas au divorce entre la démocratie et le développement. Non. Et c'est ce que je vais donc dire. Quel est le programme d'action? Le programme d'action, à mon sens, vise pas de bâtir de démocratie. Ça ne voudra pas dire grand-chose. Je pense que ce qui nous est demandé, c'est de construire des nations économiques prospères. On va dire que c'est l'économie qui parle et qui pense que c'est toute l'économie. Ce n'est pas ce que je veux dire. La prospérité économique peut également être le résultat d'une bonne organisation sociopolitique, comme le montre l'exemple africain du Botswana. C'est le modèle d'inspiration. Pourquoi?
le Botswana était en capacité de s'inspirer de son histoire. Lisez l'histoire du Botswana. Même la page Wikipédia sur le Botswana est bien faite. À partir de 1966, quand ils ont pris leur indépendance, ils se sont appuyés sur la tradition délibérative du peuple botswanais. Et le leader, Seretse Khama, a organisé une culture politique démocratique. Qui fait donc que nous avons là la démocratie la plus avancée et le développement socio-économique, sans doute l'un des plus avancés sur le continent. C'est de cela qu'il s'agit. Comme l'a dit le grand frère, la démocratie n'est pas négociable. Et je sais que dans votre génération, vous êtes tenté par les modèles totalitaires. Quand on vous a coupé l'Internet ici dans quelques temps, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça le totalitarisme, il faut savoir cela. Il faut savoir que l'Afrique a plus longtemps été totalitaire que démocratique. Donc si le totalitarisme réglait la chose, le Congo était le premier pays avancé aujourd'hui parce que Mobutu était totalitaire. Si le totalitarisme, la dictature réglait les choses, Paul Biya avait développé son pays. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais conclure en disant ceci. Bâtir des nations économiques africaines va se faire dans 3 directions. La première direction, c'est celle de la direction verticale. La direction verticale, c'est l'ancrage dans l'histoire. Pas pour aller dormir dans l'histoire, pas pour aller dormir dans hier, mais pour s'appuyer sur hier pour inventer demain. La deuxième direction, c'est la direction horizontale. Qu'est-ce que la direction horizontale? C'est celle de la géographie. Et c'est celle qui nous est chère à tous, y compris à Cheikh Tidiane Gadio, c'est celle du panafricanisme. En d'autres termes, celle de l'organisation de l'espace le plus pertinent pour organiser le développement économique. Mais je vais insister sur une chose. J'ai écrit dans un livre collectif en 2005 un chapitre sur le panafricanisme dans lequel j'indique que le panafricanisme, pour moi, c'est la rencontre des différences pour la fortification de l'ensemble. Si le panafricanisme, c'est l'érection d'un particulier qui va imposer à tout le monde un totalitarisme, ça va échouer. Si le panafricanisme, c'est juste le haut et pas le bas, pas la décentralisation, pas la respiration par le bas, on a tort. C'est la deuxième dimension. Et cette dimension, elle appelle aujourd'hui la politique des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, à tout le moins. Quelle est cette bêtise que nous avons à nous tourner le dos pendant que l'adversaire profite de notre désunion? La dernière direction, c'est la direction oblique. Et cette direction, c'est celle des élites. Et c'est donc les acteurs qui vont changer, et c'est celle de vous et de nous. En d'autres termes, quelle est la responsabilité que nous assumons dans la situation actuelle? Est-ce que nous allons continuer à dire que notre destin est façonné par les autres? C'est l'autre qui est en cause, c'est l'autre qui est en cause. J'appelle cela autrui demi-urge de nos malheurs, l'autre Dieu de nos misères. Est-ce que c'est cela que vous voulez faire? Si c'est cela, on va continuer à faire, on sera même heureux de s'applaudir, mais on ne va pas changer les choses. Ce que je nous dis, dans ces 3 directions indiquées par Kizerbo, c'est d'empoigner notre destin et de faire comme Thomas Sankara l'a dit, osons inventer l'avenir, un avenir démocratique chez nous, ici et maintenant. Merci. Je remercie tout un chacun pour les questions. Et ma formation d'universitaire fait que j'ai une préférence pour les questions de contradiction. Parce que si nous sommes d'accord, c'est bien. Mais si on n'est pas d'accord, c'est là qu'il y a un débat à faire. Donc je suis très ravi qu'il y ait une variété de questions. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions. Je vais essayer de parcourir celles que j'ai sous les yeux, même si j'ai peur de ne pas pouvoir arriver. Mais bon, je vais essayer d'être le plus concis possible pour faire le maximum de questions. La première question d'Adrien est une question très importante. Adrien me demande comment peut-on repartir sur nos traditions si on a une politisation de notre culture à travers la politisation des chefferies traditionnelles. Cette question suppose que les détenteurs de notre culture sont nos chefs traditionnels. Il n'y a rien de plus faux. La chefferie traditionnelle, pour plusieurs cas, comme les chefs de canton, sont une création coloniale. Donc si vous voyez un chef de canton qui vous dit que lui, il est détenteur de la tradition, c'est la tradition coloniale qu'il perpétue. Ce n'est pas la tradition antécoloniale. Ce n'est pas la tradition avant la colonisation. Deuxièmement, vous confondez la culture avec le folklore. Ce que nous sommes en train de produire ici, c'est de la culture moderne burkinabé. C'est de la réflexion de burkinabé qui se dispute des idées. C'est de la culture.
les plus grands représentants de notre culture aujourd'hui, ce n'est pas ceux que vous voyez avec des boubous empesés, ce n'est pas forcément cela. Il y a beaucoup, comme le dirait Sankara, il y a beaucoup de faux types parmi ces gens-là. Les plus grands représentants de notre culture sont ceux qui sont fidèles au mouvement. La culture africaine n'a jamais été une chose, une matière inerte figée, comme toute culture. La culture, c'est le mouvement. Je vous en donne deux illustrations. Thomas Sankara s'appelait Ouedraogo Sankara. Et il est devenu Thomas Sankara. Il était d'abord, son père était d'abord Sankara, est devenu Ouedraogo, puis est devenu Thomas. C'est ça là, le mouvement. Et si vous regardez dans nos traditions historiques, ce que vous pensez être la culture aujourd'hui est une innovation d'hier. C'est ça la culture. Donc ce qu'on nous demande aujourd'hui, parlant de la culture africaine, ce n'est pas d'aller regarder, Kizerbo appelle ça le complexe muséographique. La culture n'est pas un objet figé dans un musée qu'il faut aller prendre pour mettre sur ma poitrine pour dire voici ma culture, voici ma culture. Ça c'est des artefacts culturels. La culture, c'est précisément l'essence des choses. C'est une dynamique, c'est un mouvement, la culture. Donc dans notre culture, vous avez Thomas Sankara. Vous avez la culture de l'exemplarité au sommet de l'État que Sankara a été d'impulser. Ça fait partie de notre culture contemporaine. Et vous qui êtes ici, les chercheurs qui seront parmi vous, les grands littéraires, les grands scientifiques, vont participer de la culture burkinabé. C'est de cela qu'il s'agit. Et si vous comprenez donc, ça ne veut pas dire que les traditionalistes, comme on les appelle, ne sont pas des détenteurs de culture. Mais pas eux tous. J'ai parlé de la charte du Mandé. La charte du Mandé nous revient aujourd'hui dans ses détails grâce à des hommes comme Djibril Tamsir Niang, qui était un universitaire et historien qui est malheureusement décédé, grâce à Issouf Tata Sissé, qui était un ethnologue malien, mais aussi grâce au griot Waka Misoko. Waka Misoko était un grand traditionnaliste, qui était un intellectuel, qui ne parlait pas français, mais c'était un intellectuel. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et sortons de cette lecture où nous croyons que l'intellectuel c'est la langue occidentale. Non. Vous avez lu Vie et enseignement de Tierno Bokar. Tierno Bokar ne parlait pas français. Tierno Bokar était un immense intellectuel de Bandiagara. Allez sur Internet, vous tapez les intellectuels non neurophones. Les intellectuels non neurophones. Et vous cherchez le nom de Oumar Khan. Oumar Khan, c'est un excellent chercheur sénégalais qui est aujourd'hui à Harvard University aux États-Unis, qui a produit un texte pour montrer les traditions intellectuelles africaines avant la colonisation et dans nos langues. Ceux qui veulent les livres à lire, passez à Free Africa Waga 2000, on va vous donner le livre d'Oumar Khan. C'est de cela qu'il s'agit. Je le dis parce que bien souvent, comme nous avons une complexion folklorique, une conception folklorique de la culture, on se trompe de où est la matière vivante. Et en conséquence, que des gens, des usurpateurs, des imposteurs se proclament les authentiques défenseurs de la tradition africaine ne fait pas d'eux les dépositaires de l'histoire et de la réalité de la culture vivante africaine. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et si vous voulez connaître votre histoire, vous avez adressé toutes les sources, y compris les sources écrites, qui sont là aujourd'hui en particulier pour vous étudiants qui avez été formés à lire les langues occidentales. Donc, la question de l'inspiration, du point d'inspiration de nos cultures ne doit pas être confondue avec ceux qui sont dans la superficie, dans le superficiel, dans le vernis. Il faut creuser plus loin pour aller voir plus profond. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous donne une autre illustration. Regardez ce que nous répétons aujourd'hui, la parenté à plaisanterie, qui fait que tout à l'heure, le grand frère Saïouba Ouedraogo, ceux qui n'ont pas reconnu, c'est le journaliste de RFI, a tensé tout à l'heure un gourmarché. Cette alliance à plaisanterie dont on parle a une histoire. Elle n'existait pas dans l'empire du Ghana, mais elle existait dans l'empire du Mandé. C'est de cela qu'on nous demande. On nous demande de créer des choses nouvelles, pas simplement de répéter comme des cons des choses d'hier. Mais pour créer du nouveau, encore faudrait-il savoir de l'ancien. Parce qu'on est nouveau par rapport à quelque chose. C'est cela qu'il s'agit. Est-ce que l'Union africaine est possible aujourd'hui quand on regarde les visas et ainsi de suite, et dans un futur proche? J'ai dit quelque part et je le crois profondément. Demain n'est écrit dans aucun logiciel, à part le logiciel de nos consciences et de nos volontés.
Demain n'est écrit dans aucun logiciel à part celui de nos consciences et de nos volontés. Qu'est-ce à dire? Que ça dépend de nous. Et vous connaissez ma théorie des minorités historiques. Je ne crois pas que l'histoire s'écrit du jour au lendemain avec des majorités ponctuellement, spontanément prêtes. Les majorités sont constituées par des cercles minoritaires au départ. Si vous êtes minoritaire, ça ne veut rien dire sur le fait que vous ayez tort ou que vous ayez raison. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a toujours des précurseurs. On ne vous demande pas de penser que vous êtes des messies pour penser que vous voulez être toujours minoritaire par réflexe. On vous dit ceci. Si dans votre âme et conscience, à travers la science que vous avez apprise à l'université, vous pensez que vous avez raison, restez sur vos positions. On dit quelque chose qui est souvent faux que nous répétons. L'exception confirme la règle. C'est faux. L'exception est la règle potentielle. En d'autres termes, l'exception de demain, d'aujourd'hui, comme le journalisme d'investigation de Norbert Zongo était exceptionnel en son temps, est devenu la règle dans notre presse. Voilà, donc c'est ce que je vais vous indiquer. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas brider par la réalité massive de notre drame. Et c'est pour cela que la connaissance de l'histoire est un puissant viatique. Un viatique, c'est de l'essence, c'est du courage, c'est de la sève qui vous monte, qui vous donne du courage, y compris dans les situations les plus graves. Parce que si vous connaissez notre histoire, vous allez savoir que nous n'avons pas toujours été dans l'état désastreux actuel. Nous avons eu des hauts faits dans notre passé. Nous avons porté le lead des technologies, y compris dans le passé, chez nous ici. Quand je dis chez nous ici, ce n'est pas seulement jusqu'aux pyramides, y compris ici. Il y a une trentaine d'années, les travaux des archéologues sur les questions de métallurgie montrent que ce qu'on appelle l'âge du fer, dans la tradition occidentale, nous avons aujourd'hui des travaux récents qui n'ont pas 30 ans, dont les travaux de Augustine Hall. C'est un archéologue, un excellent archéologue camerounais qui a fait des travaux pour montrer qu'il y a des sites de fonte de métaux au Burkina Faso, au Togo, en Mauritanie, qui datent d'avant l'ère du fer découvert dans la tradition occidentale. Vous savez ce que c'est que le fer en termes de considération civilisationnelle antique? C'est ce que je vais vous indiquer. Qu'il est extrêmement important de considérer que cette réalité massive, vous ne devez pas vous affaisser là-dessus et dire que c'est elle qui va primer. Qui peut voter? Qui doit voter? D'abord, est-ce qu'on doit voter? C'est une question qui est remise en cause dans la salle. Et c'est tout à fait normal, c'est cela la démocratie. Maintenant, si on considère qu'on doit voter, qui doit-on voter? En réalité, vous avez la réponse. Vous voulez savoir maintenant comment on fait pour que ces personnes de vertu arrivent au pouvoir? Très bien. Il y a du travail à faire. Ce travail ne va pas nous permettre d'y arriver demain matin. Mais regardez les gens que vous pouvez admirer. Regardez une démocratie comme la démocratie française. Avant, les femmes ne votaient pas en France. Les femmes ont commencé à voter en France seulement en 1945. Après la Seconde Guerre mondiale. Vous comprenez? Donc c'est pour expliquer que c'est une dynamique. Et moi, je ne suis pas d'accord que c'est l'argent seul qui détermine les élections. J'ai toujours dit que le dieu argent règne en maître dans notre système électoral. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, à 100%. Je vais vous donner quelques illustrations. Vous pouvez être d'accord avec eux ou ne pas être d'accord avec eux. Prenez le parti du professeur Laurent Gbagbo. Regardez les scores électoraux du professeur Laurent Gbagbo. Quand il était loin du pouvoir, quand il n'avait pas reçu ce que vous savez, il avait eu plus de députés que quand il s'est approché du pouvoir. C'est la réalité, ça c'est factuel, vous pouvez regarder. Regardez la réalité du parent. Regardez la réalité du parti de Maître Benewende Sankara. Je ne suis pas de ces partis, mais je vous dis ce qui est factuel pour le chercheur empiriste. Vous allez voir que les scores qu'ils ont faits, en étant hors du pouvoir, ils n'ont jamais pu les dépasser, en étant au pouvoir. Ça ne veut pas dire que l'argent ne compte pas, je dis que l'argent règne en maître. Ça veut dire qu'à la marge, il y a des choses qu'on peut voir. Et la marge, c'est l'exception. L'exception, c'est potentiellement la règle de demain. C'est ça qui m'intéresse. La vérité est laquelle? Ça n'est pas seulement que l'argent est dans l'espace public. C'est aussi qu'il y a un faible investissement dans le contenu programmatique. Observez ceci. Nous, on a analysé à Free Afrique.
le contenu des programmes des présidentielles en 2015 et le contenu des programmes des présidentielles en 2020. Nous avons indiqué que globalement, nous avons une vacuité programmatique. En d'autres termes, les partis politiques, les candidats aux élections 2015 et 2020, sans exception, n'ont pas suffisamment investi sur la maturité des idées et des programmes. C'est une réalité. Vous voulez le savoir? Ok, je peux donner le nom de quelqu'un et vous allez me dire quelle est sa stratégie antiterroriste. Quelle société? Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas pour dire que les élections, l'argent ne compte pas. Moi, je parle du Dieu argent. Mais je veux dire que les marges qui existent n'ont pas aussi été investies. Il faut les investir, et si on les investit, rien ne dit que demain on ne sera pas majoritaire. Comment on peut faire pour... voilà, qui doit voter? Ça, c'est une question importante. On peut être tenté par... Vous savez, dans l'histoire, y compris de la démocratie libérale, il y a l'histoire du vote censitaire. Pour dire que c'est les riches, ceux qui payent les impôts, qui à un certain niveau, qui peuvent voter. Très bien. Je vois la prétention de nous, intellectuels europhones, qui consiste à dire qu'il faut avoir le niveau bac, il faut lire et écrire en français et en anglais éventuellement, ainsi de suite. Je vous dis que c'est une considération à questionner. Parce que vous voulez, si vous voulez dire par là que quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire est une personne qui n'a pas de vertu, qui n'a pas de sagesse, qui n'a pas de discernement, alors là, on aboutit à quelque chose de dangereux. Mais c'est une question réelle qui pose celle de la conscientisation de la masse des électeurs. Mais sachez une chose, la démocratie, nous n'allons pas l'avoir demain tout achevé. Et quelqu'un a dit, Dulkoum a dit avant de finir, que la démocratie est un processus. Éventuellement, et effectivement, la démocratie est un processus. Et en conséquence, ce que nous aurons demain matin peut être très insatisfaisant pour demain matin. Mais c'est comme cela qu'on va avancer. Mais écoutez, vous qui êtes là et qui êtes mes jeunes frères, et qui êtes à l'université aujourd'hui, vous ne savez pas que quand moi j'étais étudiant ici, on ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire là. Si vous faites, les gars du RSP, venez ici. Donc les gens n'ont pas compris quand nous on s'est battu pour qu'on dissolve le RSP, ils croyaient que c'était pour ça. Donc il y a des avancées, et ces avancées sont timides, mais il faut les consolider, il faut aller plus vite, c'est vrai, il faut aller fort, mais il faut se dire que c'est un travail de longue haleine. Il y a quelqu'un qui me pose la question de, oui, depuis que, je pense que c'est Sia Modeste, depuis que l'éveil des consciences est en route, on fait des sensibilisations, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait le sentiment que ça ne marche pas? En réalité, c'est une question qu'un ami a posée, la même question qu'un ami a posée à Norbert Zongo à une conférence au centre américain, à Koulouba ici. Il s'appelle David Sanon. David Sanon est journaliste aujourd'hui de formation. David et moi allons voir une conférence de Norbert Zongo. Et à la conférence, David prend la parole pour dire, Monsieur Zongo, il faut arrêter d'écrire. Parce que vous écrivez, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Arrêtez d'écrire.